Tan petit que danzo, tan petit que danzo, Perue de Franzo, Perue de Franzo. Ame ti ti ti, ame ti ti. Bonsoir Noël, bonsoir Claude, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle chronique. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra. Avant de commencer, je voulais vous dire que voilà, nous avons beaucoup de retours sur les chroniques qui sont très positives et encourageantes, mais je suis très étonnée de ne pas recevoir de questions. J'imaginais recevoir des tonnes et des tonnes de questions. Alors je m'interroge, peut-être avez-vous un avis là-dessus ? Il y a deux choses. C'est vous savez s'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont bien contents que nous parlions et que nous disions. Si ce feedback existe, c'est-à-dire s'il y a vraiment un retour qui vous dit à vous, vraiment nous sommes bien contents qu'il y ait cette chronique avec les questions et les réponses de Noël et Claude Maillet. À ce moment-là, tout va bien. Parce que le silence quant à savoir poser des questions n'est que proportionnel à la perplexité dans laquelle les auditeurs se trouveraient. C'est-à-dire que c'est comme s'ils disaient « continue », parce que moi, à part faire le cri de la carpe sur le gazon, je ne pense pas que j'arrive à faire beaucoup de décibels. C'est pour ça que c'est possible qu'il n'y ait pas de questions, mais que le signe qu'ils sont contents que nous donnions du sens est proportionnel à leur élan à auditionner, à retourner. Parce que le jour où il n'y a plus personne qui le regarde, c'est que vraiment nous sommes narcissiques, nombrilistes et voilà, à côté des clous. Mais si par contre il y a vraiment des gens qui écoutent et qui vous disent en retour merci pour la chronique ou la chronique nous plaît ou merci je m'y retrouve ou ça a du sens pour moi, voilà, c'est pas une question, mais ça veut dire continuer. Et effectivement, on plaise aux gens qui nous écoutent de comprendre que nous ne sommes pas donneurs de leçons. Nous sommes simplement des thérapeutes qui ont bien compris que les gens souffrent, mais que chacun de nous souffre. Et que la santé mentale, c'est pas de ne pas souffrir, c'est de se gérer souffrant. Ça, c'est très subtil. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos conditions humaines, mais c'est donner du sens à notre condition. Dans la conjoncture que nous vivons, il y a du sens, il y a à décoder. Et donc, il n'y a pas à chercher un bouc émissaire. Il n'y a pas à se mettre, comme nous l'avons déjà dit, mais nous pouvons le redire. N'essayez pas d'appartenir à un groupe d'intelligents contre un groupe d'idiots. N'essayez pas de trouver la troupe dans laquelle vous vous reconnaissez, parce que vous participerez des rapports de force de la loi du plus fort. Contentez-vous de convaincre en étant vous et en étant convaincu du droit d'être vous, et étanchisez-vous à ceux qui ne sont pas vous. À ce moment-là, vous ne serez peut-être pas avec un pays, un monde et une humanité idéale, mais vous serez honnête à vous-même et les gens qui vous verront pourront envisager de s'identifier à vous, surtout si vous êtes mère, si vous êtes père, si vous êtes mature, âgé, et que des gens vous regardent. Ils diront, mais elle a l'air étanche. Hier, j'ai rencontré une jeune femme dans un contexte professionnel. Elle travaillait et moi je travaillais dans la même institution. Et elle s'est ouverte à moi qu'elle s'inquiétait pour son fils qui est en CE2, donc il doit avoir 8 ans, parce qu'il est obligé, par le contexte scolaire, de porter le masque toute la journée, sauf à la récréation et sauf à la cantine lorsqu'il mange. Et j'ai vu cette jeune femme, là je l'ai vue s'émouvoir quand je lui ai dit que nous avions, à la demande de Sandra, participé à la chronique de décodage de la perplexité ambiante. Elle m'a demandé de suite le lien et je lui ai dit mais n'hésitez pas à poser une question. Mais je vois qu'elle n'a pas posé la question. Mais la question, je l'ai vue dans ses yeux, malheureuse que son fils soit bâillonné. Je l'ai vue perplexe
de ce qu'elle doit dire ou ne pas dire à son fils. Est-ce qu'elle doit dire à son fils, est-ce que tu désobéis, tu baisses le masque, tu t'organises pour ne pas respirer dans le masque? Est-ce qu'elle doit lui expliquer que porter le masque en permanence, c'est toxique, ce n'est pas bon pour le fonctionnement ORL et pulmonaire? Voilà, elle se questionnait beaucoup. Et je ne me suis pas autorisée à lui donner une conduite à tenir. Mais je l'ai vue vraiment malheureuse. Mais j'aimerais bien que dans le fond, que tu lui répondes. Oui, mais c'est-à-dire qu'à y réfléchir, nous ne pouvons que nous mettre en obligation de moyens, sûrement pas de résultats. Et nous sommes convaincus que c'est l'affaire de chacun, ce n'est pas l'affaire de tous. Si vous mélangez ces deux ingrédients, obligation de moyens, l'affaire de chacun, eh bien, vous pourrez obtenir peut-être un produit exploitable en termes de confrontation au monde sans aller au conflit. Donc oui, il appartient à chaque parent de dire à son enfant, dire à son enfant, je t'amène à l'école, voilà, et je délègue à des enseignants le projet éducatif et d'instruction publique, mais je vais signaler aux enseignants que pour moi, dans les connaissances actuelles de la science, eh bien, je suis d'accord pour se laver les mains autant de fois que nécessaire avec du savon, c'est mieux que les gels, et je suis d'accord pour que chacun reste à une bonne distance, et à ce moment-là, de mon point de vue, avec la bonne distance et se laver les mains, du moment que les enfants ne crachent pas sur les gens et ne se crachent pas les uns sur les autres, eh bien, à mon avis, le parent a le droit de dire « je vous remercie de ne plus participer de cette mise du masque à laquelle tout le monde s'asservit et personne ne en comprend puissamment la légitimité sanitaire ». Voilà. Donc ça peut s'écrire. Ça veut dire que le parent, à ce moment-là, a le choix. Il amène ça en disant « merci de favoriser le lavement des mains et lavage. Le lavage. Un lavement, c'est tout puissant. Hein. Oui. Voilà, le lavage des mains et la distance adéquate, voilà. Mais après, dans la mesure où il s'agira bien quand même que nous soyons tous à nous confronter, à nous immuniser à ce coronavirus. Il ne s'agit pas de l'éviter. Je veux dire que si on devait éviter les bactéries, mais nous ne vivons plus. Donc le modèle d'essayer de dire « attention, le virus circule », enfin, on croirait que les loups sont entrés dans Paris. C'est puissamment anthropomorphique de croire que le virus circule. Alors que non, c'est nous qui circulons et qui nous contaminons les uns aux autres. C'est sûrement pas « je te contamine, tu me contamines » par la barbichette. C'est « je me contamine parmi les humains que j'aime fréquenter et ils se contaminent parmi les humains qu'ils aiment fréquenter ». Et s'ils ne veulent pas se contaminer, eh bien, ils n'ont qu'à rester chez eux. Mais à ce moment-là, ils s'isolent, ils ont le droit. Moi, je ne vais pas aller les fliquer pour qu'ils reviennent, mais vivent le droit du sujet d'être responsable. Voilà ce que le parent peut dire à son enfant. J'ai écrit pour que tu sois enfin en situation de vivre ta responsabilité. Reste à bonne distance, lave tes mains. Obligation de moyens. Si à ce moment-là, le parent a l'indice que le contexte dit « mais vous n'avez pas le droit de penser ça », eh bien, ça veut dire que nous sommes à un niveau de fascisme qui est grave. Parce que si on n'a plus le droit de penser, ça veut dire que les fantaisies mentales sont interdites. Ça veut dire que c'est un fascisme grave. Alors que non, toutes les pensées sont légitimes. Après, il faut en faire une parole et un décodage. Mais décoder, pour ne pas déconner, sinon c'est grave. Merci. J'ai dit.
Je suis très inquiète d'apprendre que le docteur Fourtillan, interviewé dans le film Hold Up, soit interné en psychiatrie contre son gré, du moins il semblerait, mais également que le jeune docteur Louis Fouché soit mis en examen sous demande du préfet de Paris. Il ferait l'objet d'une interdiction d'exercer jusqu'à nouvel ordre et il aurait reçu une demande d'expertise psychiatrique. Alors voilà, j'aurais 2 questions bien distinctes. La première, comment peut-on croire que de retirer un titre à un médecin ou à un professionnel, tel qu'il soit, parce qu'il s'interroge, se questionne, puisse le discréditer? N'est-ce pas au contraire un indice que quelque chose ne tourne plus rond dans notre rapport à la pensée divergente? Mais c'est toujours pareil, c'est la question aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond? Eh bien, j'ai peur que vous ne sachiez pas que quelque chose n'a jamais tourné rond. Et nous sommes arrivés à un niveau d'éveil tel que plus personne n'ignore maintenant que les statuts des humains, que tu sois président de la République ou balayeur en chef, eh bien, n'enlèvent pas le fait que chaque humain n'est qu'un humain. Et qu'à l'alter-égalité des humains, eh bien, nous sommes chacun responsables de nous. Donc, c'est les humains qui sont gravement immatures depuis le début de leur mode de fonctionnement. Il y a eu quelques groupes humains qui ont maturé, au point d'être matures, pas que vieux. Mature, ça veut dire individué et non pas en appartenance. Et donc, quand un humain quitte le mode appartenance et qu'il arrive à s'individuer, ça peut donner quelques sociétés puissantes. Par exemple, en Amazonie, il y a quelques groupes de groupes sociaux où les gens sont matures, c'est-à-dire ils savent ce que c'est que l'autonomie, l'individuation, et ils sont parce que nous sommes, c'est-à-dire ils se disent, je sais que c'est parce que je suis que je peux comprendre l'alliance avec les autres êtres humains. Et c'est sûrement pas une servitude. Si j'ai bien compris, mais là il faudrait demander à des historiens grecs par rapport à la Grèce, c'est que les Grecs à un moment se sont rendus compte que si on devenait industriel, on risquait de perdre ce statut de savoir-être. Le problème, c'est que donc, le glissement fait que tous les enfants commencent par le verbe avoir. Ma maman, mon papa, ma chambre, mes affaires, même je les collectionne. Donc le verbe avoir, c'est légitime. Tous les humains sont d'abord immatures, et donc c'est avoir. Hélas, comme il n'y a pas de prédateurs, les humains peuvent devenir parents sans avoir été matures, c'est-à-dire individués. Ce qui fait que quand ils ont les enfants, ils ont plus l'impression d'avoir des enfants que d'être parents. Et donc, c'est pour ça que ça ne tourne pas rond, parce que ça n'a jamais tourné rond. Au moment où nous commençons les humains, tous les outils de communication font que les communications circulent. Mais la communication n'est pas suffisante pour favoriser la maturation. C'est pour ça que le verbe avoir, qui est toujours devenu de plus en plus puissant, quand tu as accédé au savoir-être, eh bien, tu deviens philosophe et tu deviens confrontant. Quand tu es au savoir-être, tu te mets en obligation de moyens et tu acceptes d'échouer. Et là, tu tournes rond. Tu acceptes d'être humblement en échec. Au moins, j'aurais essayé. Quand tu es immature, tu veux au verbe avoir et tu n'es jamais content. Et quand tu as ça, tu en veux plus. C'est pour ça qu'au début des organisations humaines, l'argent et l'économie étaient au service des humains parce que le progrès était essentiel. Les humains voulaient progresser en conscience, en maturité. Mais maintenant, avec l'immaturité, les immatures sont tels et sont avec des cerveaux ils ont un gros QI, ils sont intelligents, ils savent faire des équations. Ce qui fait que ce qui les intéresse, c'est plus le progrès, c'est le profit. Donc quand tu es en mode profit, c'est-à-dire immature, verbe avoir,
Au moment où il s'agirait que chacun de nous dise « D'accord, j'ai assez pour être vivant, pour vivre, mais l'important n'est plus que je profite du profit, c'est que je sois en progrès au meilleur de moi-même, être sage. » Eh bien là, ça tourne pas rond, parce que les gens, ils ne peuvent maturer que s'ils le veulent. C'est l'affaire de chacun. J'ai jamais vu une chenille convoquée pour aller chrysalider. J'ai jamais vu une chenille à qui on dit « Toi là, tu vas faire cocon, hein. Tu vas te confiner, chenille, hein. Sinon ça va mal finir. Hein. » Parce que ça fait des cons, des gros grumeaux de conneries. Ça s'appelle le fascisme. Or, le processus de maturation, pour que ça tourne rond, c'est qu'il faut que chaque être humain, à un moment, envisage de s'introspecter, de rentrer en soi et de faire cocon parce qu'elle veut faire cocon. Nous, ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui disent « Putain, j'ai beaucoup rampé, mais j'aurais envie de me tenir debout et de m'envoler de mes propres ailes. » Ah ben, il faut d'abord métamorphose, il faut quitter le verbe avoir pour accéder au verbe être. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amour, il faut être aimable à ses propres yeux. Et là, à ce moment-là, tu lâches le verbe avoir et tu t'envoles parce que tu es légère. To be, pas to have. Voilà. La seconde question est en lien avec l'internement psychiatrique. Vous êtes tous les deux psychiatres et je m'affole d'imaginer qu'il soit si simple de faire interner quelqu'un contre sa volonté aujourd'hui. N'y a-t-il pas un protocole solide à cet endroit ? Est-il si aisé d'annihiler un citoyen de nos jours ? Quels sont les recours ? Ça s'appelle l'échappement. C'est-à-dire que je pense que nous l'avions signalé que aujourd'hui encore, beaucoup de trains arriveraient à Auschwitz. Aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'il y aurait encore aujourd'hui des policiers qui pourraient faire monter des gens dans des wagons. Il y a encore des soldats qui pourraient fermer. Il y a encore des gens qui pourraient dire « mais moi j'ai fait que mon travail ». Il y a encore des cheminots qui auraient dit « mais moi j'ai fait que allumer le train et démarrer ». Donc c'est pour ça que tant que chaque être humain ne fait pas une analyse contextuelle, ça ne peut pas tourner rond parce qu'il ne voit pas à quel processus il participe. Bien sûr que quand les humains ont peur, tellement peur d'être maltraités, qu'ils restent dans la loi du plus fort. Et ce n'est pas que facile de croire en soi en se décodant des espaces de loi du plus fort, pour être juste. Pourtant, c'est le prix à payer. Et il faut savoir, à des moments, respecter la situation, se réguler. Voilà, donc je le redis modestement, mais si les auditeurs écrivent à Sandra une question simple par rapport à un cas clinique simple qu'eux pensent important pour eux d'exprimer, eh bien, nous verrons bien dont vous vous inquiétez. Mais actuellement, il y a trop de gens qui disent « Non, mais je n'y crois pas, mais je le fais parce qu'il faut le faire ». Aujourd'hui, 90% des gens croient que la majorité, c'est la normalité. Peu de gens comprennent que la normalité, c'est la maturité, c'est sûrement pas la majorité. Parce que actuellement, la plupart des gens sont très, très clandestins, puérils, ils trichent et ils croient que c'est normal. Non, c'est compréhensible, mais c'est pas la normalité. C'est la majorité des gens qui fonctionnent comme ça. C'est compréhensible. Ils ont vieilli sans maturer. Leurs propres parents leur ont fait croire, parce qu'ils le croyaient, que le verbe avoir était vraiment, il faut avoir un travail, puis il faut avoir une maison, et puis il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants, et puis il faut avoir un boulot. Voilà. Et donc, le verbe être est... Écoutez, je vais vous dire une confidence. Une jeune médecin, parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré une quinzaine de médecins qui voulaient travailler avec moi sur des problématiques sévères d'encoprésie et de nurésie. Une jeune médecin nous dit à moi, puisqu'elle parlait, elle dit « Mais justement, monsieur, je m'inquiète,
parce que je suis ingénieur. Et j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé. Et elle doit avoir une 30-40 ans, la quarantaine. Et un peu moins. Et donc, elle dit, j'ai été ingénieur. Et quand je suis arrivé en médecine, je me suis affolé parce que je croyais qu'en médecine, on allait m'expliquer comment être. Parce que quand moi je fais les formations, je dis qu'il y a 3 niveaux. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et que pour les gens qui s'occupent de la santé, le savoir-être est essentiel. Parce que à l'université, maintenant, les gens apprennent plutôt comment guérir des maladies, alors qu'il faudrait que les médecins apprennent comment être bien portant. C'est-à-dire que la priorité, c'est quand même comment être bien portant, plutôt que comment soigner quand tu es malade. Voilà, c'est pour ça qu'elle disait, mais jamais, j'étais pas abasourdi qu'on ne parle pas du verbe être. Et j'ai rien entendu en termes de savoir-être médecin, savoir-être patient, savoir-être humain. Et je lui dis, mais c'est pour ça que je suis là. Je lui dis, c'est pour ça que je suis là. Parce qu'effectivement, quand j'ai demandé à un patron de psychiatrie, non, à un interne, d'aller demander au patron si nous continuions les rencontres avec moi en thérapie, eh bien, le patron de la psychiatrie toulousaine a dit, moi je forme des médecins, pas des thérapeutes. Ce qui était terrible. Parce que si les médecins ne sont pas soignants, thérapeute, ça veut dire tu te soignes avec moi. C'est même pas je te soigne. Voilà. Actuellement, donc, les placements administratifs, qu'ils soient sur demande d'un tiers, souvent un parent, ou par une autorité, placement d'office, c'est-à-dire il n'y a pas de parent qui demande de protéger la personne désignée d'elle-même ou qu'elle ne soit pas violente avec son environnement, eh bien, à ce moment-là, c'est une autorité administrative qui fait le boulot du parent. Ça s'appelle le préfet, souvent, ou le maire, hein, qui peut faire un placement. Et quand un préfet est au courant... Un placement d'office. Ça s'appelle un placement d'office, à ce moment-là. Mais le problème, c'est que quand le préfet, on l'informe d'une dangerosité de quelqu'un, il a raison, si ce quelqu'un est dangereux pour lui-même. La question, c'est que le préfet ne peut pas faire ça parce qu'il est préfet. Ils peuvent prescrire ça en termes de dire, je propose que, encore faut-il qu'il trouve un médecin qui fait l'acte sanitaire de dire oui, il faut le placer. Ensuite, il y a le médecin psychiatre qui va l'accueillir, qui doit dire oui, je l'accueille. Et encore, au bout de 72 heures, je crois, un certain délai de 2 jours, il y a des psychiatres qui ne sont pas ceux-là qui doivent venir vérifier si c'est une incarcération arbitraire. Un internement. Un internement, oui, un internement arbitraire, donc une incarcération. Dans ce contexte, donc, ça veut dire qu'il y a, pour que ce gamin, ce patient, cet être humain se retrouve à Auschwitz, il faut quand même qu'il y ait 5 cheminots. C'est-à-dire le préfet qui dit « on m'a dit d'enfermer ce mec pour fermer sa gueule ». 2, le médecin qui dit « le préfet m'a demandé d'examiner ce patient et de dire qu'il mérite ça, même si je ne suis pas sûr qu'il le mérite ». 3, un psychiatre qui accueille dans un asile la personne pour dire « oui, je valide ». 4, 2 médecins, il en faut 2, qui viennent pour vérifier si c'est arbitraire. Donc, eh bien, si ces 5-là existent, eh bien, je ne leur souhaite pas, mais un jour, c'est eux qui vont se retrouver à Auschwitz. Je ne sais pas comment, mais ça va mal finir, puisque ça veut dire que le processus de contrainte a pris le pouvoir par rapport au processus de convaincre. Et de recherche de sens. Oui, c'est-à-dire je donne du sens et j'arrive à te convaincre, pas je te contrains, sinon sanction. Tu vois? Donc c'est de là qu'on est. C'est pour ça que pour ces 2 êtres humains, ils ont dit des choses. Je sais qu'ils se sont positionnés de façon critique par rapport aux stratégies gouvernementales, où c'est vrai que c'est terrible, puisque les médecins ont été dépossédés du colloque singulier.
tout ce qui se dit à la télé, donc on va faire ceci, on va faire cela, c'est autant de discrétion, de confidentialité qui se faisait avant entre le médecin et son patient. Et le patient et le médecin parlaient en disant, mais tu sais, je pense qu'il faut faire ceci, cela. Donc tout ça a disparu. Et même il y a des médecins qui se retrouvaient, à une époque, on disait, n'allez pas voir votre médecin et restez chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts de croire devoir rester chez eux sans aller voir le médecin. Et beaucoup de médecins étaient... Et c'est là que l'immaturité des médecins, immaturité soumise à l'autorité, est grave, parce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas dupes, qu'ils étaient instrumentalisés en termes bougez pas et ne recevaient plus les patients. Voilà. Donc, dire qu'à cette époque-là, c'était bon pour diminuer la propagation et tout, ça, non, ça c'est un mensonge éthique. C'est ce qui permet d'éviter les propagations, c'est de signaler que chacun est responsable de ses poumons, de ses oreilles, de soi, et de se gérer soi. La preuve, c'est que quand il y a des situations comme ça, de contraintes qui s'organisent de façon, c'est pour ton bien, c'est-à-dire tu n'es qu'un objet dont je m'occupe et c'est pour ton bien. Ça me fait penser à la violence du père du gamin dans les cercles des poètes disparus, et c'est un drame, d'autant que si vous n'aidez pas les parents à se rendre compte qu'il est fasciste, c'est dangereux. Donc tu ne peux pas aider les enfants à se révolter sans que les parents soient dans la boucle, parce que tu crées un conflit de loyauté entre les supposés intelligents qui permettraient de donner du sens et les supposés idiots qui en refuseraient. Donc c'est pour ça que c'est l'affaire de chacun. C'est terrible, mais c'est comme ça. Nous ne pouvons qu'envisager l'obligation de moyens et d'être triste et perplexe si ça ne se produit pas. J'ai dit. J'aimerais parler du consentement. C'est un sujet qui a été puissamment mis sous les projecteurs, avec de nombreux mouvements féministes d'ailleurs, mouvements féminins aussi, surtout autour de la sexualité, le consentement sexuel, où il est entendu que s'il n'y a pas consentement, c'est un viol. Mais je m'affole de constater qu'après ces mois de Covid, en fait, plus aucun consentement ne soit de rigueur. Je me dois de consentir au traitement, à la distanciation, au masque, au confinement, à la fermeture de mon commerce, de consentir aux tests, aux dérogations, consentir aux limites de circulation et consentir au couvre-feu aujourd'hui. Alors, si quelque chose m'est imposé contre ma volonté et de force, puis-je dire que je me fais vivre un abus ? Et où sont les garde-fous ? Je m'inquiète de ne pas bien le dire, si la justice se fond avec le pouvoir politique. C'est ça. Vous le reformulez bien, mais la question, j'espère que vous la lirez comme ça, ou que vous la direz comme ça et que les gens l'entendront. C'est sans pitié, parce que le pouvoir politique ou le pouvoir de justice, comme disait Pascal, encore faudrait-il que les juges soient justes et que le plus fort soit juste. Parce que la loi du plus fort est incontournable. Tous les humains commencent par la loi du plus fort. Mais pour vous devenir mature, il faut devenir juste. C'est-à-dire que le dominant ne se veut que juste. Et le dominé y tout. Le dominé, aujourd'hui, beaucoup de dominés veulent devenir dominants. C'est le drame des féministes qui croient qu'elles auront leur revanche. Or, le problème, c'est que si elles deviennent dominantes, elles font à autrui ce qu'elles n'ont pas aimé qu'on leur fit. Et donc c'est embêtant parce que si les juges ne sont pas justes et croient qu'il peut y avoir une revanche au moment où il faudrait une évolution, nous sommes en danger de boucles sadomasochistes infinies. Alors qu'il s'agit effectivement, comme vous l'avez très bien dit, de consentement, et donc effectivement que chacun puisse se sentir responsable de ses choix, amène à la question du respect de chacun, du consentement de chacun, des autres chacun, puisque c'est l'affaire de chacun.
Et donc oui, il y a des indices terribles de viol et sociologiquement de contrainte et donc de non prise en compte de mon consentement. Mais c'est lié à l'immaturité des gens qui sont dans des positions où nous pourrions espérer qu'ils soient matures. Et c'est vrai pour les juges notamment, parce que les juges sont quand même à des positions où les décisions de justice et de droit tombent en pluie des juges, et si eux ne sont pas justes, mais qui se contentent de dire je vais faire appliquer la loi pour obtenir du résultat, ça s'appellera pas du consentement, ça s'appellera de la contrainte. Et nous ne serons plus dans un état de droit libre, mais un état de contrainte et de fascisme. Donc c'est sans pitié. Mais ça, c'est parce que chaque être humain ne peut pas faire l'économie de sa responsabilité en tout et pour tout. Tant que vous trouvez que ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause d'un tiers, c'est que vous êtes encore en contrainte à ce tiers de ne pas vous avoir encore signifié que vous étiez responsable de votre consentement en tout et pour tout. J'ai dit. Il y a un abus de faiblesse actuellement, conscient ou inconscient, parce que effectivement, la majorité des personnes se comportent comme des dominés qui doivent obéir. Donc elles n'osent pas, ne se savent pas en droit de se confronter, de s'expliquer et donc de négocier, ou plus exactement de parler de la question du consentement avec une personne, un CRS, un policier, une personne qui les interpellerait. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont rien à dire et elles se taisent. Et c'est ainsi que l'abus de faiblesse se met en place par les dominants qui n'ont pas saisi la question de fonctionner en juste. Mais les dominés qui se laissent abuser ne fonctionnent pas en juste non plus. La question est que pour fonctionner en juste, il faut se savoir valide, il faut se savoir autorisé par soi-même, il faut se savoir capable, il faut se savoir aimable et se savoir juste en obligation de moyens, soi-même non dictateur. Que nous soyons dominés ou que nous soyons dominants. Que nous soyons les moins forts, les plus faibles, ou que nous soyons les plus forts de fait. J'ai dit, j'espère. Vous vous souvenez de ce dessin amusant où il y a un arbre qui ressemblerait à un sapin et il y a un oiseau qui est au sommet et sur les branches juste en dessous, au N-1, il y a 2 oiseaux et puis dessous il y en a 4 et puis dessous il y en a 8 et puis dessous il y en a 16 et puis dessous il y en a 32, ce qui fait qu'à la fin, c'est comme le jeu d'échecs. C'est à la 64e branche, c'est tout le monde, depuis longtemps, c'est énorme, puisque c'est exponentiel. Eh bien, comme l'oiseau du dessus chie, ceux du N-1, ils n'ont que quelques crottes sur le front. Mais au fur et à mesure où tu descends, il y a de plus en plus de crottes. Pourquoi vous croyez que les gens ils restent là ? Et bien parce qu'ils chient sur ceux du dessous. Eux, ils croient qu'ils en ont marre de ceux du dessus qui chient, mais ça ne les empêche pas de chier sur ceux du dessous. La seule façon, c'est de sortir de l'arbre. Mais ça, c'est l'affaire de chacun. Parce que tu ne peux pas prendre un oiseau et l'amener sur un autre arbre, parce qu'il va te dire, mais moi j'aime bien chier sur les autres, parce que ça me rapporte. Et tu dis, oui, mais après, il y en a qui te chient dessus. Ah oui, mais c'est le prix à payer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très subtil la démarche de chacun. C'est pour ça que pour ces stratégies-là actuellement, je vois bien qu'il y a encore des camps
même si j'ai entendu quelques phrases subtiles, où, en dépit de ce que d'aucuns reprochent à son personnage, j'ai entendu le professeur Raoult qui disait une phrase qui était: mais il faudrait pas se bagarrer, il faudrait pas, tu vois, il faudrait sortir du conflit, c'est fou ce qui se passe, mais il peut pas, puisque c'est l'affaire de chacun. Lui, il peut pour lui, mais il peut pas, voilà, même si tu te détermines à te positionner, tu peux pas empêcher les autres à continuer à fonctionner à sa guise. C'est l'affaire de chacun. J'ai dit. Un ami me faisait part de sa colère, de sa frustration d'être en confinement, d'avoir la sensation d'être poings et pieds liés. Et je lui ai répondu, sûrement très maladroitement, qu'en tant qu'humain de sexe féminin, je connaissais cette sensation depuis presque toujours et que je m'inquiétais qu'il ne soit qu'en train de la découvrir. Et qu'il me semblait alors que j'étais peut-être mieux entraînée à ne pas me faire réagir avec la force et donc à ne pas m'épuiser contre quelque chose. Est-ce naïf de ma part, si je me réfère à notre actualité, de dire que nous éprouvons toutes et tous l'inconfort fascisant de l'énergie masculine? Et du coup, ma question, c'est: le féminin ne serait-il pas une voie pour l'humanité de demain? Pardon de préciser, mais lorsque je dis cela, je ne parle pas de l'homme ou de la femme. Nous sommes d'accord. Vous parlez de la force, de la puissance du masculin, de la force physique par rapport à la faiblesse physique du féminin. Non, je parle de l'énergie féminine, masculine que nous pouvons retrouver dans d'anciennes cultures, comme le chamanisme par exemple. Le yin et Le le yin et yang. le yang, C'est Oui, ça. oui, non, C'est-à-dire non. l'énergie masculine, l'énergie qui prend, qui contraint, qui oblige, qui pénètre, euh, cette énergie masculine-là. J'entends. Je peux. Tu veux? Je peux? Oui. Tu veux? je vais? Tu vas? Je peux y aller? Je m'inquiète en fait que la force physique des êtres humains de sexe masculin ne soit pas respectée au sens latin et français du terme, c'est-à-dire vue et acceptée et même honorée. J'ai commencé à honorer la force physique des êtres humains de sexe masculin lorsque je travaillais aux urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan et lorsque nous recevions la jeune interne, la jeune infirmière et moi, la psychiatre senior, nous recevions un être humain de sexe masculin étant chargé de plusieurs toxiques extrêmement excités. Lorsqu'arrivaient effectivement les vigiles, pourrais-je dire, hein, qui, eh bien, immédiatement, presque, très souvent, le patient s'apaisait. Mais tant qu'ils n'étaient pas là, mais ils arrivaient quasiment 3 secondes après nous, mais tant qu'ils n'étaient pas là et que nous étions 3 êtres humains de sexe féminin en blouse blanche, officielle en quelque sorte, eh bien, ils continuaient et essayaient effectivement de prendre le dessus. Ce jour-là, quand j'ai vu ce patient s'apaiser, que les vigiles ont dit quelques phrases très simples, mais très bienveillantes, là, j'ai vraiment rendu grâce au masculin. Parce que le patient allait bien, nous avons pu faire notre travail, et c'était vraiment une situation de bientraitance et de bienveillance. Je pense, je le dis souvent dans les séminaires où je suis à côté de Claude, que nous animons, que nous, les êtres humains de sexe féminin, nous sommes moins fortes physiquement. Bon, bien sûr, sauf si nous avons 3 Kalachnikov à la main, voilà, devant un homme en maillot de bain au bord de la piscine. Ça, c'est sûr que nous sommes plus fortes que lui. Mais je ne parle pas de ce contexte imaginaire. Je parle dans la réalité. Et je crois que pour nous, femmes, fonctionner en juste, c'est vraiment accepter que nous serons toujours, je dirais, dominés
concrètement, physiquement, somatiquement, je dirais, en quelque sorte, et que fonctionner en juste, c'est le reconnaître. J'ai peur de m'être répétée, mais c'est important pour moi de le dire en fait. Mais fonctionner en juste, c'est également nous confronter lorsque les êtres humains de sexe masculin utilisent leur force physique de manière injuste, de manière totalitaire, de manière malfaisante, de manière maltraitante. Donc c'est vrai que c'est intéressant, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, peut-être cet être humain de sexe masculin qui se trouve contraint, finalement, est en train de prendre conscience de ce que c'est que souffrir d'une contrainte forte, souffrir de la force contre lui. Voilà. Peut-être qu'il n'en avait pas pris conscience jusqu'à maintenant. J'ai fini pour le moment. D'autant que donc, cette question de la loi du plus fort, qui est toujours avant la loi du juste, c'est parce que c'est l'immaturité qui gère la loi du plus fort. Et à ce titre-là, le plus fort n'a pas de sexe dans les rapports, par exemple, entre une maman et son enfant. Et j'ai vu tellement de plus forts qui étaient les mamans, avec des enfants qui étaient asservis. Il n'y a pas que Cendrillon, il y a les Noces barbares, par exemple, où l'enfant se fait matraquer toute sa vie par la maman, qui n'est qu'une pauvre maman, qui a été abusée par... voilà, donc ça confirme bien que c'est pas, il ne faut pas croire que c'est... le masculin qui est maltraitant du féminin. Il faut comprendre que l'immaturité est très dangereuse parce que quand on est immature, on peut se retrouver maltraitant et arracher les ailes des mouches ou maltraiter et se faire arracher ses propres ailes. Et donc c'est sans pitié l'immaturité, c'est très dangereux. Quand donc, puisque comme Noël l'a très bien dit, le drame, enfin pas le drame, la caractéristique, c'est que les individus mâles sont plus musclés. Ce qui fait que dans une cour de récréation, tu as plus statistiquement de chances que les immatures mâles soient plus forts que les immatures femelles. À ce moment-là, on peut croire que le masculin est méchant, alors que non, c'est l'immaturité. Parce que j'ai vu des individus de sexe masculin se faire lyncher par des individus de sexe féminin immatures. Parce que quand il y a des filles de 12-13 ans qui veulent emmerder un gamin de 8 ans, même s'il a sa petite zigounette, eh bien, elles savent le faire. Parce que c'est la loi du plus fort. Donc, bien sûr que après, le nombre de filles qui prennent sur la gueule, qui se font assassiner par des garçons qui se croient des hommes, et les filles qui les croient des hommes. Parce que quand on dit un homme a assassiné une femme, celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas compris que non, c'est un individu de sexe masculin pubère a assassiné un individu de sexe féminin pubère. Nous ne pouvons pas savoir à l'heure qu'il est, ne connaissant pas le dossier, si c'était vraiment un homme ou si c'était qu'un vieux garçon encore jeune, et si c'était vraiment une femme, c'est-à-dire une vieille fille encore jeune. Donc cette question-là est terrible parce que tant que les humains croiront que c'est les hommes qui sont méchants avec les femmes, il y aura peu d'hommes parce que les génitrices ne deviendront pas suffisamment femmes pour être justes et dire que jamais un homme, prenons un cas simple, Teddy Riner, champion du monde, eh bien jamais il n'utilisera sa force pour écrabouiller son épouse. Il utilisera sa force pour ne pas se faire écrabouiller, mais après il essaiera d'être convaincant et que ce soit un consentement. Je ne vois pas Teddy Riner, que je connais peu, mais quand même je l'ai vu et j'ai entendu certains documentaires où il était très présent, je ne le vois pas contraindre et je ne le vois pas se passer du consentement.
Par contre, je connais des individus de sexe féminin qui sont violentes avec leur mari, qui se mettent en mode contrainte parce qu'ils sont immatures et qui mettent la madame en position dominante. C'est pour ça que ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de maturité. J'ai dit. Je m'inquiète de poser une question délicate. Je m'inquiète de mal la poser. Et je m'inquiète également de votre réponse. Mais je vais vous la poser. Voyons. Je me réjouis de voir que les femmes s'organisent courageusement à briser le silence des violences physiques et sexuelles terribles qui ont lieu et qui ont eu lieu durant les confinements. Quelque part, je me rassure qu'elles se fédèrent, mais je m'affole qu'elles déploient les mêmes armes que le masculin. Et en même temps, je comprends. Personnellement, je préfère mourir plutôt que d'être soumise. Et je peux me faire éprouver un puissant inconscient collectif, un égrégore fort, une mort émotionnelle de maintenant, mais aussi de tous les temps passés. Et je m'inquiète de ne pas être la seule dans ce cas. Et vraiment, je m'affole de ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer si effectivement les êtres humains de sexe féminin, donc j'ai pas dit les femmes, j'ai pas dit qu'elles étaient matures, les êtres humains de sexe féminin, pour se défendre, ne trouvaient comme solution que de devenir les plus fortes, dominantes et injustes, et meurtrières. C'est ça? Tout à fait. C'est ça, c'est ce dont vous avez peur. Oui. C'est ce... De mon point de vue, je vais vous dire un petit secret discret, que je fréquente pas mal le tissu sanitaire et social, et la plupart des personnes administratives responsables des ressources humaines sont des individus de sexe féminin, et qui sont à ce point immatures que, mégalomaniaquement parlant, elles veulent tout gérer, tout dominer, et qu'elles se mettent en situation de puissants, fascistes. Voilà. Et en disant, mais c'est moi qui commande et vous faites ce que je dis. C'est-à-dire, elles revendiquent l'obéissance. Donc, ce que vous craignez en termes de renversement, que l'ex-dominée devienne dominante, et que c'est déjà le cas dans le tissu sanitaire et social, parce que actuellement, la plupart des professions sanitaires et sociales se féminisent. Pourquoi? Parce que quand même, pour beaucoup de gens cherchent... Les filles sont très travailleuses, consciencieuses et tout, elles cherchent à faire des études. Les garçons, ils cherchent plutôt à faire du fric ou à faire du football. Donc ça fait que ça se féminise puissamment. Et c'est pas dérangeant, mais quand cette féminisation est faite d'individus de sexe féminin immatures, ça aboutit à des petites fascistes, à des petites Hitler, à des petites mussoliniennes, à des petits fascistes, quoi. C'est sans pitié. Et moi, j'entends ces dégâts collatéraux de l'immaturité des RH, des ressources humaines, qui sont des maîtrises et non pas des transversalités signifiantes. Voilà, donc ça c'est déjà grave. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un gros processus de remise en éducation, eh bien, nous sommes en danger de fin d'une civilisation industrielle où tous sont devenus des consommateurs de Game Boy, tu vois, et de jouets, et de s'infantiliser, de vouloir gagner, être dominant, et puis voilà, et puis ça va se dégrader. Et aujourd'hui, il y a même des quartiers où avant il y avait quelques petits voyous avec des pistolets, alors que maintenant il y a des zones de guérilla. C'est comme une sorte de guerre civile. Voilà. Moi ici, à part quelques kakis, j'ai pas de grenades. Voilà. Mais je connais des quartiers pas loin de chez moi, de chez nous, où il y a déjà des vrais kalachnikovs, des vrais... S'il n'y a pas d'éducation, nous sommes en danger. Et ça n'est pas un sexe versus l'autre. C'est l'immaturité, quels que soient les sexes. Je connais même des mamans qui disaient à leurs fils, allez-y, tuez-les tous. Des mamans qui disent à leurs enfants, non, n'essayez pas de maturer, n'essayez pas de devenir sage, soyez les plus forts. C'est des revanches. La revanche, c'est terrible. J'ai dit.
Moi aussi. Je me questionne de constater que beaucoup d'humains s'inquiètent de passer Noël en famille ou se résignent de ne pas aller passer Noël en famille. Mais n'est-il pas essentiel de se permettre d'éprouver de la joie de se vivre, surtout en ce moment? Mais tout à fait. C'est l'affaire de chacun. Je vous jure, chers auditeurs, faites-en à votre tête. Vous êtes responsables de vous. Et donc, je vous souhaite, et nous vous souhaitons de bonnes fêtes. Et faites-les. Et ne demandez pas à ce que les gens vous valident dans votre démarche. Sachez-le, que vous avez le droit de croire en vous crédible. Et vous connaissez les gestes utiles. Ne crachez pas sur vos voisines et vos voisins. Lavez-vous les mains et souriez-vous et passez de bonnes fêtes. Mais c'est pas bien dit. Soyez bons pour vous pendant ces fêtes. Soyez joyeux à Noël. Soyez joyeux à Noël. Voilà. Et à ce moment-là, le problème est réglé. Mais si vous vous autorisez à vouloir l'autorisation de quiconque, Que de vous-même. à part vous-même, eh bien, vous êtes foutu. Pourquoi? Parce que vous vous placez en position masochiste et vous participez de la mesquinerie de ceux qui amènent les gens à Auschwitz. Je m'inquiète d'apprendre que dans certaines institutions, le test soit rendu obligatoire, pour les enseignants par exemple. Je continue de ne pas comprendre à quoi ça sert de tester et surtout je m'affole de l'obligation de rendre publique une information médicale. Alors voici ma question, la confidentialité n'est-elle pas un des respects essentiels du serment d'Hippocrate? Non seulement c'est ce que je disais tout à l'heure en disant il faut plusieurs gens qui transgressent la maturité pour aboutir à un résultat. Le médecin n'a pas à dire à quiconque à part à la personne voilà le résultat de votre test. Mais le médecin et la personne doivent discuter ensemble de la légitimité de quelque soin que ce soit un soin diagnostique ou un soin thérapeutique. La thérapeutique se discute entre le patient qui fait son choix de se soigner et le médecin qui lui dit, obligation de moyens, et de dire les données actuelles de la science, voilà, et voilà ce que. Donc après, le colloque singulier se vit entre un individu qui veut se soigner et un individu qui est supposé avoir les connaissances. À ce moment-là, ça n'a pas du tout qu'un autre dispositif institutionnel dise « Est-ce que vous avez vu votre médecin ?» Oui. Et le médecin fera un certificat en disant « Oui, j'ai vu cette personne et elle se soigne. » Mais après, c'est comme si vous me disiez « Mais vous êtes allé au cabinet ?» Oui, je suis allé au cabinet. J'y fais mes affaires. Mais par contre, si tu dis « Ah oui, ben alors il faut que je vienne voir. » Mais non. Sinon, c'est une intrusion. Nous ne sommes plus en démocratie. En démocratie, c'est l'affaire de chacun. Je n'ai pas à être clandestin quand je vais pisser ou chier. Je n'ai pas honte d'avoir des sphincters et d'avoir une vessie et une ampoule rectale. Mais ça ne vous autorise pas à venir me suivre quand j'y vais. Donc que vous vous inquiétiez que je sois confortable, d'accord, mais c'est tout. Arrêtez-vous là, à la porte des toilettes. Eh bien, arrêtez-vous là, à la porte du médecin. Et le médecin, il est juste pour la preuve que cette personne consulte. Oui, il est rentré dans les chiottes. Ça s'appelle le cabinet médical. C'est tout. Après, s'il y a des demandes, eh bien, nous repartons à Auschwitz. Quand un patron dirait « j'ai besoin de savoir si tu as fait ceci », si tu as été vacciné ou si tu as été testé, non. Tu as besoin de savoir si j'ai vu mon médecin concernant mon hygiène. Et le médecin, s'il est honnête, il va dire « oui, cette personne se soigne ». Mais il n'y a pas de légitimité à intruser, sinon on quitte la démocratie et le droit des humains de disposer de soi. Et ça, à ce moment-là, on serait dans le fascisme. J'ai dit. Moi aussi. C'est ma dernière question. Eh bien alors, Merci Sandra.
Alors, est-ce que, de mon point de vue, j'ai une petite question. danzo, Est-ce que ça a du sens pour vous et est-ce que c'est utile? Belue de C'est très beau. Franzo, Je suis d'accord. Oui. ameti, Merci, chérie. di, Elle va pas le D'accord. couper, méfie-toi. Il faut faire gaffe, parce que quelquefois, elle coupe pas tout. Hein. Bacio danzo Coquine. tempeti.